Alors, bon, déjà, information technique, on se voit lundi mardi, pardon, et mardi, il y aura contrôle. Donc, contrôle sur chapitre 7 et chapitre 8. Donc, mardi, on sera que je dise pas de bêtises, le 16. Donc, mardi 16, on fait un DS sur chapitre 7. Donc, c'est l'optique. Et sur le chapitre 8, qui est tout ce qui est électronique, etc. Et donc aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va réviser ces deux chapitres-là pour le contrôle de mardi. Je pense qu'on le fera sur Moodle, ça ira plus vite. J'ai pas envie de passer trop de temps là-dessus. Je pense qu'on fera un petit contrôle, il durera peut-être une demi-heure, on verra. On va pas faire un gros contrôle là-dessus, d'accord? Et ça sera pour le troisième trimestre. Parce que le deuxième trimestre, les notes s'arrêtent normalement aujourd'hui, je crois. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus déjà? Alors, n'hésitez pas à prendre la parole, hein, ça m'évite de basculer sur la page là sans arrêt. Si vous voulez parler, parlez, hein, normalement vous avez les droits. Enfin, quand je dis parler, vous pouvez me poser des questions en l'oral. Arrêtez-moi si vous avez des questions. Ouais, je pense que ouais, ça sera sur Moodle, ouais. On fera un petit truc Moodle. Mais je vous dis, voilà, ça durera une petite demi-heure. Alors, c'est peut-être pas le même coefficient que d'habitude, mais voilà. Je l'ai pas encore fait, il faut que je le fasse d'ailleurs, il faut que je m'y penche parce que je discutais avec une autre seconde qui me préférait le faire sur Moodle. Donc, visiblement, vous aimez bien le faire sur Moodle, comme ça vous avez vos notes tout de suite. Et puis, comme on sait jamais ce qui va se passer une semaine après, bah, on verra. C'est pas plus mal. Ok, alors on y va pour les révisions. Une éval bonus avant. Non, il peut y avoir une éval de rattrapage après, mais bonus avant, faut pas déconner quand même. On verra. Mais bon, normalement, il n'y a pas besoin de rattrapage, parce que vous allez bien travailler. On y va pour les révisions? C'est parti? Allez. Donc, on commence par le chapitre 7. Donc, le chapitre 7, qu'est-ce qu'il y a à savoir là-dessus? Première chose à savoir, déjà, savoir le fonctionnement de l'œil. Alors, sans rentrer trop dans le détail, on n'est pas en SVT, hein. Mais en fait, il faut vous dire que l'œil, on peut faire, si vous voulez, ce qu'on appelle un modèle. C'est-à-dire comme une maquette. Ce qu'on appelle le modèle de l'œil réduit. En gros, si je veux faire une maquette d'un œil, comment je vais faire? Alors, déjà, dans un œil, vous avez plusieurs objets. Vous avez devant vous ici la cornée. Vous avez ici un truc qui est mou, qui laisse passer la lumière, qui est transparent, qui s'appelle le cristallin. Et vous avez au niveau en dessous de la cornée, ici, vous avez en fait un trou, d'accord? Ce qu'on appelle la pupille. Et au fond, vous avez un trou. Alors déjà, la première chose à savoir, vous devez savoir, c'est nommer ces trucs. Donc au fond de l'œil, vous avez la rétine. C'est là que l'image va se former. Ce qui sert de lentille ici, c'est le cristallin. Et c'est celui-là qui va se déformer pour faire la mise au point. Vous avez ici l'iris. Donc l'iris, c'est ce qui permet d'ouvrir ou de fermer. D'accord? Et le trou ici, c'est ce qu'on appelle la pupille. D'accord? Dans l'œil, vous avez donc, je répète, l'iris, le cristallin. Alors, en réalité, c'est le cristallin plus la cornée qui est devant qui fait office de mise au point, mais bon. Enfin, c'est tout un système. Qu'est-ce que j'oublie? La pupille et la rétine. Donc maintenant, si je vais faire une maquette de ça, il va falloir que je trouve un moyen d'inventer un objet qui, en fait, qui permette d'ouvrir ou de fermer la rétine de l'image, pardon, d'accord? Donc un truc qui permet de s'ouvrir et de se fermer. Ce système-là, je vous l'ai déjà montré, bah, c'est pas compliqué, on appelle ça un diaphragme en optique. Donc le diaphragme, il correspond à l'iris et à la pupille. Le cristallin, lui, c'est tout un système optique qui permet de faire la mise au point. Donc là, ça correspondrait à une lentille.
enfin, le dernier truc, la rétine, elle, si on veut faire une maquette, on ferait un écran. Donc si on veut faire une maquette d'œil, il suffirait tout simplement de mettre ici un diaphragme, de mettre une lentille convergente et au fond un écran. Et voilà, vous avez votre maquette d'œil. La cornée. La cornée, en fait, c'est une petite couche de peau qui est devant là. D'accord? Elle est transparente. Si ça bug, ça ne doit pas venir de moi. Normalement. C'est bon? Donc je disais, la cornée, c'est une petite couche de peau qui est devant, et en fait, comme elle est transparente, elle fait partie de ce qu'on appelle le système optique. Donc c'est tout ce qui fait partie qu'une lentille. Donc en gros, voilà. Ce que je peux vous demander le jour du contrôle, bah, c'est de relier. Je vous dis par exemple, je sais pas moi, diaphragme, etc. Et puis vous devez relier les trucs correctement qui correspondent à l'œil, par exemple, ou inversement. Donc vous voyez que c'est pas bien compliqué, c'est juste du cours. Si vous avez retenu ça, c'est déjà bien. Donc je répète, ce qui s'ouvre et qui se ferme, c'est l'iris et la pupille. Et la pupille, c'est dans le trou. L'iris, c'est ce qui permet d'ouvrir et de fermer. Bah, nous, en maquette, on prendra un diaphragme. Un diaphragme, c'est un truc métallique qui s'ouvre et qui se ferme. Tout ce qui est cristallin, corné, etc., tout ce qui est transparent dans l'œil, en fait, qui permet de faire les mises au point, on modéliserait ça par une lentille. Et enfin, la rétine au fond de l'œil, c'est là-dessus que l'image se forme. Et nous, on modéliserait ça par un écran. Donc un écran, bah, c'est une feuille de papier. Voilà, c'est un truc tout simple. Donc ça, c'est la première chose à savoir sur l'œil, sur le chapitre 7. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus, déjà? Normalement, il doit pas y avoir de questions, c'est du cours. Il n'y a rien de trop compliqué. Ok, alors, donc maintenant, la suite. Qu'est-ce que vous devez savoir faire? Vous devez savoir tracer une image. C'est-à-dire, en gros, le jour de l'épreuve, je vais vous dire, donc vous aurez besoin d'un brouillon. Hein. Vous aurez besoin d'un brouillon parce qu'il va falloir que vous traciez sur le brouillon un système optique. Alors déjà, comment est-ce qu'on fait ça? Donc je vais vous dire, par exemple, sur le contrôle, je vais dire, placez à 10 cm d'une lentille à gauche, placez un objet de 3 cm. Donc vous tracez votre lentille, d'accord? Et à 10 cm de la lentille, à gauche, vous placez votre objet. Donc là, par exemple, je vais placer mon objet à 10 cm. Donc je vais le mettre un peu plus bas, sinon je vais t'embêter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc à 10 cm ici, je place mon objet. Donc là, ce sera mon objet AB. Attendez, je vais enlever la crotte en dessous là. Voilà. Donc B, je le mettrai après. Donc je vous dis, par exemple, placer un objet de, je sais pas moi, 3 cm à 10 cm de la lentille. Donc là, je vais mettre un objet de 3 cm à 10 cm de la lentille. 1, 2, 3. Je fais un peu gros là. Allez, on va dire que c'est bon. C'est pas évident avec le truc là. On ne voulait pas. Donc ici, voilà, j'ai mon objet AB. C'est mon objet. Alors la lentille, je vais vous dire, la lentille, elle a une distance focale de, par exemple, 4 cm. Donc, distance focale de 4 cm, ça veut dire que vous savez que le point F et F' vont être à 4 cm de la lentille. Donc ça, je vous le donnerai aussi, hein, évidemment. Vous ne pouvez pas le deviner. Donc là, vous avez posé la situation 1, 2, 3, 4. Là, vous avez F. Et 1, 2, 3, 4. Là, vous avez F'. Et donc, au milieu de la lentille, ici, vous avez le point O. Donc là, c'est le truc de base. D'accord? Alors, je ne sais pas encore comment je vais vous présenter ça, mais voilà. Oui, ce sera vers le haut. Si je vous dis que l'objet fait 3 cm, c'est forcément vers le haut. Et à partir de là, je peux vous demander, mesurez-moi, donnez-moi la taille de l'image de AB. Et donc là, pour le faire, vous n'avez aucun autre choix que de tracer les rayons. Donc comment est-ce qu'on trace les rayons? Le premier rayon que vous pouvez tracer, c'est le rayon qui est parallèle. Ici, je vais le mettre en rouge. Il est parallèle à l'axe optique. Et s'il est parallèle à l'axe optique, il sort par F'. Alors moi, je vais essayer de vous faire ça au mieux, hein, mais là, c'est pas forcément évident avec ce que j'ai. Voilà, ça devrait être pas mal. Ah, c'est bon. Voilà. Donc ici, on a notre premier rayon.
Qui me pose des questions? Oui, c'est là. Ok. O, oui, O, c'est toujours le centre de la lentille. Et vu que la lentille, elle est toujours symétrique, entre F et F', O sera toujours au milieu. F et F', c'est les distances focales. C'est les points c'est ce qu'on appelle la distance focale. Je vous rappelle que la distance focale d'une lentille, ça c'est dans le cours, c'est la distance là, la distance focale. Ça c'est la distance focale. Ah, il me saoule. Euh, Distance focale. Et en gros, plus une lentille. En gros, c'est l'endroit où les rayons vont tous se croiser sur une lentille. D'accord? Et cette distance focale, bah, plus la lentille est forte, plus la distance focale, elle va être proche de haut. Elle va être courte. Plus F' va être proche de haut plutôt. Ah. Donc, on reprend. Donc, premier rayon qu'on peut tracer, c'est celui que je vous ai tracé en rouge. Deuxième rayon qu'on peut tracer, je vais le tracer en orange. On va pas changer trop de couleur. C'est peut-être le plus simple, c'est celui qui passe par B et par O et qui est pas dévié. Est-ce que ça passe? Ça va être bon. Donc ici, on va prendre le rayon qui passe par B et qui passe par O et qui n'est pas dévié. Donc ce rayon-là, vous pouvez le tracer en 2 secondes, ça ne prend pas de problème, vous pouvez le faire au brouillon sur votre feuille. Et F, du coup, il sert pour la troisième droite, effectivement. En fait, le troisième rayon que vous pouvez tracer, je vais le tracer en orange plus clair, c'est le rayon qui passe par F. Alors, vous n'êtes pas obligé de le tracer, vous voyez que 2, ça suffit, parce qu'on sait que B' est là. Mais normalement, si vous débrouillez bien, le troisième rayon doit aussi passer par ces points-là. Alors moi, vu que je suis là et que c'est pas top, 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 c'est pas impossible que ça marche pas. On va voir. Moi aussi, ça a l'air d'aller. Donc là, là, voilà. Ok. Et donc normalement, si on se débrouille bien, on n'est pas trop mal. Ici, j'ai bien mes 3 rayons qui se croisent en un point. Et ce point ici, là, tac, c'est B'. B', c'est l'image de B à travers ma lentille. D'accord? Et donc du coup, pour savoir où est A, bah, j'ai juste à remonter. Comme je sais que A, il est sur l'axe optique. L'axe optique, c'est le trait noir, hein, c'est la direction. Je vais zoomer là. Hop, 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 hop. Ah, il me saoule. Vous imaginez pas comme c'est chiant à faire. Voilà. Ici, voilà. Vous avez votre point A qui est ici. Et du coup, votre objet, il est là. Donc le jour de l'épreuve, je peux vous dire de faire, voilà, je vous donne les infos en noir, et après débrouillez-vous pour trouver la taille de l'objet A', B'. Donc là, vous prenez votre règle, et vous avez, par exemple, un objet qui fait 2,2 cm. D'accord? Donc ça, c'est la première chose que je peux vous demander sur ce schéma. Oui, évidemment. Je vous donnerai la distance, par exemple, je vous dirai OF', je vous donnerai, du coup, OF, bah, c'est pareil que OF', je vous donnerai OA, et je vous donnerai AB. Et après, bah, c'est à vous de vous débrouiller. Alors, donc là, vous pouvez en déduire, par exemple, que A'B', ça vaut 2,2 cm. Si celui-là vaut 3. D'accord? Ensuite, qu'est-ce que je peux vous demander? Je peux vous demander le grandissement. Donc, le grandissement, il vaut toujours moins A'B' sur AB. Et il vaut aussi moins OA' sur OA. Alors, ça, on va en reparler, mais A'B' sur AB, bah, vous faites tout simplement moins 2,2 sur 3 et vous avez la valeur. D'accord? Et pourquoi OA' sur OA? Bah, parce que si on s'occupe que, alors je vais enlever des courbes pour que vous voyez mieux, si on s'occupe que du triangle rectangle qui est ici, les deux là, on a bien Thalès, et d'après Thalès, petit côté sur grand côté est égal à petit côté sur grand côté. C'est aussi égal à O'B', à O'B', pardon, sur OB. Mais ça, on l'a pas. D'accord? C'est pour ça qu'on retrouve OA' sur OA. C'est du Thalès. C'est dans votre cours aussi, ça. Ok? Est-ce qu'il y a des questions? Ok. Alors ça, donc, si vous savez faire ces 3 tracés de rayons, mesurer, bah, vous savez faire ce qu'on vous demande de faire.
Alors, il y a une dernière chose à savoir sur ce chapitre. C'est qu'est-ce qui se passe lorsqu'un objet est très loin, c'est-à-dire lorsqu'un objet est à infini. Donc si vous regardez un objet très lointain, par exemple vous regardez un écran de cinéma, par rapport à votre œil, l'objet d'écran de cinéma il est lointain. Lorsque vous regardez un objet très lointain, hop, vous savez forcément que l'objet lointain, son image, elle va se trouver sur le plan focal image. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que si vous avez un objet qui est très lointain, du style B, mais B il est très loin à gauche là-bas. D'accord? Un rayon qui va venir de B va forcément venir ici. Donc le rayon qui vient de B, qui est très lointain, je vais le mettre en rouge. D'accord? Hop là. Aïe. Ah, j'ai pas pris le bon stylo. On va le mettre en rouge. Hop. Ah, c'est chiant. Allez. Allez, encore un peu. Voilà. Et donc, cet objet qui est très lointain, bah, son image, elle sera forcément au niveau de f'. Donc, si f' est là, par exemple, le f' de la lentille, s'il est là, bah, vous savez que votre image, elle sera de la taille là. Elle est toujours sur ce plan-là. Donc, il faut que vous reteniez, c'est que objet lointain, on vous dit que c'est un objet à l'infini, ça veut dire image sur le plan qu'on appelle focal. D'accord? C'est le plan focal, c'est ça le plan focal. C'est le plan qui contient tout ça. Alors, du coup, si vous êtes un petit peu malin, quand vous regardez une étoile avec un télescope, l'étoile elle est très loin. Donc si vous voulez que l'image de l'étoile soit grande, on ne va pas prendre une lentille qui est très convergente, on va une lentille qui est peu convergente. Comme ça, si la lentille elle est peu convergente, son f' va être loin et l'objet l'image elle va être plus grande. Et ça nous intéresse. C'est pour ça que les télescopes ils ont des grandes focales. Ils ont des focales de plusieurs centimètres voire mètres pour les professionnels. Alors c'est A' et F', effectivement. Pour faire le grandissement, oui, A', B' et AB suffisent, ou A' et OA, les autres. Ok, Axel, c'est bon, c'est noté. Donc ici, effectivement, vous avez A', B' qui est là, d'accord? Dans le cas, si l'objet est très loin, et si la focale elle est plus longue, vous avez ça. C'est pour ça que quand vous achetez un télescope, alors je vous montre, hein, vous achetez télescope, un petit shopping, Google Shopping, voilà, on va pas prendre des trucs tout pourris non plus, on va prendre un truc correct, voilà. Ici, par exemple, c'est un 900. C'est-à-dire qu'il y a 90 cm, la focale de cette lentille, elle va être de 90 cm. D'accord? Alors, j'aurais dû mettre lunettes astronomiques parce que le télescope, c'est des miroirs. On va mettre lunettes astronomiques. Vous allez voir que les prix, bah, ça va de 130 à je sais pas combien, voire 80. Celui-là, je vous le conseille pas, hein. 70 mm, par exemple, c'est la distance entre la lentille et là. Donc, c'est une lentille, c'est une focale qui est plutôt petite. Donc, du coup, vous n'aurez pas un grand agrandissement. Si vous voulez un grand agrandissement, c'est pas compliqué, il faut prendre des lunettes tout de suite qui sont plus grandes. Donc là, par exemple, du 900. Donc il y a 90 cm entre les deux. Il y en a qui montent, voilà, vous en avez des 1000 là, par exemple, etc. Après, ce qui va jouer, c'est sur la longueur d'ouverture, etc. Enfin, il y a des trucs plus compliqués. On va pas rentrer dans le détail. Mais voilà. Donc là, on a fait le tour du chapitre 7. Donc je répète, ce qu'il faut savoir, c'est juste savoir euh, comment ça s'appelle l'œil, le modèle de l'œil, le modèle de l'œil réduit, le modèle de l'œil, tout court. Donc qu'est-ce qu'un œil réduit, machin. Ensuite, savoir tracer les rayons. Et ensuite, savoir que lorsque vous regardez un objet infini, l'image de cet objet sera toujours sur le plan focal. Et c'est tout sur ce chapitre 7. Ça vous va pour le chapitre 7? Ok, on enchaîne. Chapitre 8. Le chapitre 8, lui, il va traiter de l'électronique. Chapter 8. Alors, chapitre 8. En fait, déjà, première chose, il y a 3 lois à savoir. La première loi à savoir, c'est la loi
des nœuds. Alors, la loi des nœuds, elle nous renseigne sur l'intensité. Pour rappel, l'intensité, c'est la quantité d'électricité qui passe dans un fil chaque seconde. Donc c'est concrètement, si on veut faire l'analogie avec de l'eau, c'est le nombre de litres qui passent par seconde. Donc la loi des nœuds nous dit que si jamais, par exemple, vous avez 2 ampères qui arrivent dans un nœud, dans un croisement, vous savez que ce qui va repartir du croisement, ça sera, donc par exemple, si je vous dis que 1,5 ampères repart par là, combien d'ampères repartent par celui-là? Ben, ça fait 0,5 ampères. Parce qu'on sait que tout ce qui arrive est égal à ce qui repart. Donc ça, même un enfant de 5 ans peut le comprendre. S'il y a 3 personnes qui rentrent dans une maison et qu'elles ressortent de la maison, il y aura toujours 3 personnes qui sortiront. S'il y en a 2 qui sortent par une porte, il y en a une qui sortira par une autre porte, par exemple. Mais vous savez qu'il y aura, s'il y a 3 personnes qui rentrent, 3 personnes sortent. D'accord? Ça, c'est la loi des nœuds. Ça, c'est la plus simple. La deuxième loi, c'est la loi des mailles. Donc, la loi des mailles, elle nous renseigne sur la tension. Donc U, et U, c'est en volts, pour rappel. Et l'intensité, j'ai oublié de leur dire, c'est I en ampères. Donc la tension en volts. Il faut voir ça, toujours pour faire une analogie avec de l'eau, comme l'altitude à laquelle l'eau serait. Par exemple, vous pouvez très bien mettre de l'eau à 200 mètres d'altitude ou de l'eau au niveau de la mer. D'accord? Donc, imaginons qu'on est dans une maille, c'est-à-dire qu'on est dans un circuit électrique, il y a plein de composants électriques, et qu'à un moment, dans la maille, dans le circuit, alors il y a plein de trucs à droite, plein de trucs à gauche, plein de trucs, etc., on s'en fout. Par contre, on tombe sur une boucle. Eh bien, vous pouvez être sûr que lorsque vous allez partir de cette boucle, on va faire des exercices après, vous inquiétez pas, et que vous allez faire la tension là, donc on va appeler U1. Ensuite, on va faire U2, ici U3, on va enlever la règle, et U4. Vous savez que si vous faites le tour, vous étiez par exemple, je sais pas moi, en haut d'une montagne, vous avez descendu une partie, remonté, redescendu, remonté, vous retournez au point de départ. Si vous retournez au point de départ, ça veut dire que la différence d'altitude entre le moment de votre départ et l'arrivée, elle vaut 0. Ça veut donc dire que U1 plus U2 plus U3 plus U4 égale 0. D'accord? En gros, c'est comme si je vous dis, vous allez faire une rando, vous allez marcher pendant toute la journée, et je veux savoir, au final, combien de mètres vous avez descendu, combien de mètres vous avez monté. Enfin, la différence entre la montée et la descente. Sachant que vous revenez au point de départ. Et si vous revenez au point de départ, quel que soit le nombre de mètres que vous avez monté, vous en avez descendu autant, parce que vous retournez au point de départ. Donc forcément, la loi des mailles, elle nous dit que la somme des tensions dans une boucle, il faut bien se servir du sens dans lequel on tourne. Alors, le sens, on en reparlera, c'est pas important, mais il faut que vous restiez toujours dans le même sens. Vous pouvez pas dire je monte par là, je repars dans l'autre sens, je sais pas quoi. Vous dites faites comme un chemin. D'accord? Quand vous prenez un chemin dans une maille, la somme de toutes les tensions que vous traversez, ça doit être égal à 0. Ça, c'est la loi des mailles. Et la dernière loi, c'est la loi d'Ohm. Et cette loi d'Ohm, elle nous dit qu'il y a un lien entre tension et intensité. Et ce lien, c'est U égale R fois I. Avec U en volts, R en ohm et I en ampères. Et à partir des trois lois là, on peut trouver beaucoup de choses. Bon, déjà, est-ce qu'il y a des questions? On va faire des petits exos là-dessus. Questions, please. Pas de questions? Ok. Voilà, on va faire des petits exos comme ça. C'est le plus simple. Alors, je vous donne. On va commencer par la loi des nœuds. On va faire 2-3 petits exos, c'est le plus simple. D'accord? Alors imaginons qu'on ait un circuit électrique avec ici un croisement. Dans ce croisement, ici, j'ai I1 égale moins 2 ampères, I2 égale 1 ampère, I3 égale 4 ampères, et que vaut I5? Allez, je vous laisse 30 secondes pour trouver ça.
Alors, est-ce qu'on a du bon? Braille. Bon, on va vérifier ça. Alors, pourquoi what the fuck? 7. Ah, d'accord, effectivement, j'avais pas vu. Alors, comment on fait ça? On va commencer par. C'est toujours la même technique. Vous vous dites, je regarde, je mets un égal. Je vais noter à gauche ce qui entre et je note à droite ce qui sort. D'accord? Qu'est-ce qui rentre? Je regarde, il y a I2 qui rentre et I3. Donc il y a I2 plus I3. Qu'est-ce qui sort? I1 et I5. Donc I1 plus I5. Du coup, j'ai encore oublié 4, comme d'habitude, c'est pas grave. Maintenant, je remplace. Là, vous ne cherchez même pas à réfléchir. Vous recopiez tel quel sans réfléchir. I2, il rentre, il vaut 1, je mets 1. I3, il rentre, il vaut 4, je mets 4. Égal. Qu'est-ce qui sort? I1, I1, il vaut moins 2. Bah, j'écris moins 2. D'accord? Et I4, pardon, I5, c'est ce qu'on cherche. Donc ici, ça fait 5 volts égale moins 2 plus I5. Et du coup, on en conclut que I5 égale 7 volts. Et Lorraine, là, tu peux te la péter. Voilà, c'est bon. On t'a eu ton moment de gloire. Alors, concrètement, qu'est-ce qui se passe? On se rend compte qu'en fait, ici, I2 et I3, ils rentrent. Donc en gros, vous avez 1 plus 4 ampères, vous avez 5 ampères qui rentrent. Mais le I1 là, vu que c'est une valeur négative, en fait, j'aurais très bien pu écrire I1 égale 2 ampères et changer la flèche de sens. D'accord? Quand j'écris moins 2, en fait, ça joue sur le signe. Mais en fait, on s'en fout. Première chose à faire, si vous vous occupez, enfin, on s'en fout. Je veux dire, si vous prenez la technique de vous dire qu'est-ce qui rentre et qu'est-ce qui sort et vous cherchez pas à comprendre et vous recopiez les signes tels qu'ils sont, vous ne pouvez pas vous tromper. Ça va? Est-ce qu'il y a des questions? Tu parles d'un poulain. Pas de questions? Vous avez compris? Donc vous voyez, en fait, c'est pas bien compliqué la loi des nœuds. Si vous appliquez la technique que je vous ai dit, vous faites ce qui rentre et ce qui sort, vous recopiez avec les chiffres, pas de souci. Donc là, même si vous voyez, si je change le sens, par exemple, bah, I1, lui, il sort pas, il rentre. Donc ça ferait I1 qui aurait du côté là. Et comme I1 il vaut 2 ampères, on aurait 2 plus 1 plus 4, on trouvait bien les 7 volts. Si je le mettais dans ce sens-là. D'accord? Pardon, pas des volts, hein, je sais pas pourquoi je dis des volts, c'est pas des volts, c'est des ampères. Hein. Personne ne m'a repris, mais c'est des ampères. C'est une intensité, hein. Je sais pas pourquoi je parle de volts, c'est des intensités. D'accord? Donc c'est bien des ampères. C'est bien la quantité de courant. Bon, ça c'est la loi des nœuds. Donc la loi des nœuds, c'est ce qu'il y a de plus simple en termes de loi. Alors la loi des mailles, c'est pas bien compliqué, mais souvent vous vous plantez. Alors, je prends un exemple. Je vais appeler cette loi ici U1 égale 2 volts. Ici, je vais mettre une résistance. Ici, je vais mettre une. Je sais pas pourquoi j'ai fait une résistance aussi grande, mais c'est pas grave. Voilà. Alors, U2 égale 3 volts. U3 égale 5 volts. Combien vaut U 1, 2, 3, 4. Que je ne me trompe pas. Et allez, c'est parti. Donc là, j'ai mis un 5. Hein. Alors. Aïe, 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 je crois que c'est pas bon là. Ça pouvait pas durer. J'en remets, pardon. Parce que tout le monde. Je regarde juste.
0. Bah voyons. Alors, allez, let's go, on fait ça ensemble. On va faire ça ensemble. Alors, il faut vous dire, déjà, on part d'un point de départ. Vous prenez n'importe quel point, on s'en fout. On prend toujours un point par rapport à U4. On sait que quand on va faire la boucle dans ce sens-là, par exemple, je vais avoir égal à 0. D'accord? Alors, qu'on parte dans ce sens-là ou dans l'autre sens, ça ne change rien. Vous allez comprendre. Donc, je pars dans ce sens-là. Je me dis, je suis un bonhomme. Je circule le long de la boucle. Je regarde la première tension que je rencontre, je regarde la tête, la flèche, dans quel sens elle va. Donc, U1 va dans le bon sens. Donc, je recopie 2. Parce qu'elle va dans le même sens que moi. D'accord? Je vais dans ce sens-là, pas de souci. Ensuite, je vais dans le sens là. Comme je vais dans ce sens-là, que la flèche va dans l'autre sens, la flèche de la tension, j'en conclus que c'est pas 3 volts que je dois prendre, mais moins 3 volts. D'accord? Ensuite, quand je suis là, je vais dans ce sens-là, donc là, je vais dans le sens négatif, donc je mets moins 5 volts. Et ensuite, dans ce sens-là, U4 est dans le bon sens, donc je mets plus U4. Et je sais que la somme de tout ça, ça vaut 0. Donc maintenant, j'ai plus qu'à faire mon calcul. 2 moins 3 moins 6, moins 5, moins 3, ça fait moins 8. 2 moins 8, ça fait moins 6, plus U4 égale 0. Donc du coup, U4 égale 6 volts. Oh là 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 là. Alors, maintenant, on peut le faire dans l'autre sens. Pour vérifier si ça donne la même chose. On va le faire dans l'autre sens. Donc je pars en vert. On va changer de couleur. Alors si je pars en vert, je me dis, tiens, bah, je pars dans l'autre sens. Donc je vais tourner dans ce sens-là. Je pars du point là. Je me déplace vers ici. Donc ici, je rencontre U4 qui est dans le sens opposé à ce que je donne. Donc le sens, c'est moi qui vous le donnerai, le sens des flèches à chaque fois. Donc là, le sens de U4 est opposé. Donc je vais noter moins U4, puisque c'est opposé. Ensuite, U3, il est dans le bon sens. Donc pas de souci, je note plus 5 volts. Ensuite, dans ce sens-là, c'est toujours dans le bon sens, pas de souci, donc plus 3 volts. Et par contre, U1 va être dans le sens inverse, donc moins 2 volts. Et ça, c'est égal à 0. D'accord? Et donc maintenant, j'ai plus qu'à faire. 5 plus 3, 8, moins 2, 6. Donc ça fait moins U4 plus 6 égale 0. Donc du coup, U4 égale 6 volts. Et on retrouve bien la même chose. Donc avec cette technique-là, pardon, vous ne pouvez pas vous tromper non plus. Donc là, je vous ai donné deux techniques qui marchent à tous les coups. C'est toujours égal à 0 parce que tu pars d'un point et tu retournes au même point. D'accord? Si tu es en haut d'une montagne, que tu t'es garé, tu as garé ta voiture ici. Alors, ce talent dessinateur. Que tu fasses ça et que tu remontes, ou que tu fasses ça et que tu remontes, dans tous les cas, tu auras monté autant que tu auras descendu, puisque tu retournes au point de départ. Ouais. Quand vous faites une course en vélo ou à pied, que vous mettez un GPS, normalement, si vous revenez au point de départ, votre GPS, il doit vous afficher par exemple moins, je sais pas moi, 150 mètres de dénivelé négatif et plus 150 mètres de dénivelé positif. Parce que vous revenez au point de départ, donc vous avez descendu autant que vous avez monté. C'est logique. Donc la loi des nœuds, elle dit ça. Alors moi, pourquoi 6 volts? Alors là, c'est des niveaux mathématiques, hein. Si ça passe de l'autre côté, ça devient positif. Donc ça fait U4 égale 6. Ou 6 égale U4. Voilà, c'est pas impossible ça, Lorraine. Tu me donnes des idées là. Alors, on va refaire un exercice, Luna. D'accord? Alors, on y va. Je vous donne un exercice, entraînez-vous. Mais non, ce sera un truc comme ça. Franchement, moi, je veux pas de vicelard. J'ai déjà des assez mauvaises notes comme ça. Non, je rigole, ça va, c'est pas catastrophique, mais je veux pas vous donner un truc moche, quoi. Imaginons que je vous donne ça. Et que je vous dis que vaut la tension ici. Alors, je vais appeler le point là A et B. Donc là, je vais l'appeler UAB. Égal, c'est ce que je cherche. Je vous dis que ici U1 égale 3 volts, U2 égale 6 volts
et U3 égale 4 volts. Vas-y. C'est pas beau mon 3. 3 égale 4 volts. Que vaut UAB? Donc le sens des flèches, il va juste nous renseigner sur le signe plus ou moins d'attention. Mais c'est tout. En gros, c'est par rapport au voltmètre, c'est le com et le V. Mais bon. Alors, est-ce qu'on a des gagnants? Tu sais que calculer la taille de Neptune, si je vous donne par exemple la taille de l'image et la focale de la lunette et la distance entre la lunette et Neptune, vous pouvez calculer Neptune. Bah oui, il peut y avoir des flèches dans le mauvais sens, oui. Bah si, c'est faisable. Tout est faisable. Tout est affaire de logique. Bon, on y va pour la correction. On est parti. Alors, vous pouvez partir de là, de là, de là, de là. On s'en contrefout. Donc, imaginons qu'on part de là. D'accord? On s'en fout. Je choisis un sens, n'importe lequel, on s'en fout. Imaginons que je passe dans ce sens-là. D'accord? Pas de problème. Je pars de là. Je vais donc sur le point ici. Pour aller vers le ci, je rencontre une flèche qui est dans le sens opposé. Donc je compte moins 3. Je suis donc ici. Ici, je vais dans ce sens-là. La flèche est dans le même sens que moi, pas de problème, c'est mon chemin. Donc je compte plus 4. Ensuite, ici, je vais dans ce sens-là. La flèche que je cherche, elle est dans le même sens que moi. Pas de problème, je vais donc noter plus UAB, ce que je cherche. Et ensuite, je termine mon chemin pour venir au point de départ. La flèche est dans le même sens que moi, pas de souci, je mets plus 6. Et ça vaut donc 0. Maintenant, je remplace. Donc, moins 3 plus 4, ça fait 1. Plus UAB plus 6 égale 0. J'étais un peu lent. 7 plus UAB est égal à 0. Donc, du coup, UAB est égal à moins 7 volts. Quel que soit le chemin que vous prenez, que vous partiez vers la droite, vers la gauche, que vous partiez de là, de là, de là ou de là, ça marche à tous les coups. La flèche, bah, tu regardes tout simplement. Donc on va prendre l'autre, bon, on va changer de sens, parce que visiblement dans l'autre sens, ça pose problème. Alors imaginons qu'on part dans l'autre sens. Donc j'enlève tout ce qui est en vert, et je pars dans l'autre sens. On va le faire en... allez, qu'est-ce qu'on a pas pris comme couleur aujourd'hui? Du pastel purple, du violet, ou je sais pas comment dirait ma femme, une couleur à la con qui n'existe pas. Du lavande. Ah oui, elle dirait ça, du lavande. On va prendre la couleur lavande. Alors, partons de, on va partir de, tiens, on va changer de point de départ, on va partir de là pour vous montrer que ça marche à tous les coups. Et on tourne dans ce sens-là. D'accord? C'est parti. Donc, je remonte mon chemin dans ce sens-là, puisque je vais tourner dans ce sens-là. Je vois que je rencontre une tension qui est dans le sens opposé à moi. Donc, je note moins 4. Quand je suis là, je vais dans le même sens que ma tension. Donc, plus 3. Ensuite, là, je redescends la tension. Je vais dans le sens inverse à la tension. D'accord? Je suis là, je vais là. Donc là, je vais dans le sens opposé, donc je note moins 6. Et là, je vais dans ce sens-là pour finir mon chemin. Et ma flèche que je cherche, c'est moi qui vous la dirai, hein, UAB. Je vous dirai dans quel sens elle est. Et bien, on voit qu'elle est dans le sens opposé. Donc je vais noter moins UAB est égal à 0. Donc du coup, moins 3 plus 4, ça fait moins 1, moins 6, moins UAB est égal à 0. Et du coup, ça fait moins 1, moins 6, ça fait moins 7, moins UAB est égal à 0. Donc ça fait moins 7 qui passe de l'autre côté, ça fait moins UAB. Aïe. Moins UAB est égal à 7. Donc UAB est égal à moins 7. Oh, on retrouve la même chose. Alors UBA, ça serait
VB moins VA. De quoi? Donc UBA, ce serait UBA, il irait dans l'autre sens. UBA, ce serait comme ça. Ouais. Bon, bref, c'est pas ça, c'est pas retenir. De toute façon, moi, je vous donnerai concrètement dans l'exercice. Ce sera un exercice exactement comme celui-là. Je vous donne une boucle et je vous dis quelle est la tension. Alors, maintenant, imaginons que je veux savoir. Alors, imaginons qu'ici j'ai deux résistances identiques. C'est juste pour voir pour ceux qui sont un peu costauds. J'ai deux résistances identiques. Ici, on en conclut donc que UAB est égal à moins 7 volts. D'accord? Quelle est l'intensité qui traverse, qui va de A à B? Que vaut I ici, avant le croisement? Avant le croisement, ici, I qui est là, c'est le même I qui traverse cette résistance ici. Imaginons que c'est... Alors, non, je ne vais pas compliquer, attendez. J'arrête. Oubliez ce que je viens de dire, on va faire un truc plus simple. Oubliez ce que je viens de dire, on va faire un truc plus simple. La loi d'Ohm, on ne l'a pas travaillée, on va la travailler. Je voulais la travailler d'un coup, mais c'est peut-être un peu trop le bordel, donc on va juste finir sur la loi d'Ohm. Donc la loi d'Ohm, elle dit par exemple que, imaginons qu'ici on est 3 volts, et je veux savoir quelle est l'intensité I qui traverse cette résistance qui a pour valeur 30 ohms. Alors comment est-ce qu'on fait ça? On sait que U égale RI. Ça, c'est la loi d'Ohm. Avec U en volts, I en ampères. Donc moi, si je veux I, I, c'est bien U sur R. Et donc, ça va être 3 volts divisé par 30, et ça fait donc 0,1 ampères, soit 100 milliampères. D'accord? Alors, si, il y aura des trucs à la con, comme tu dis. Alors, je termine sur la dôme, puis après, je vous parle des capteurs. Donc, la loi d'Ohm. Une fois que vous êtes là, vous savez que l'intensité du circuit est là. Imaginons maintenant que je vous donne un circuit, je vous dis qu'ici, il y a 30 milliampères qui vont dans ce fil-là. La loi des nœuds va vous dire que ici, vous avez le complément, donc on avait 100 milliampères qui arrivaient ici. Si vous avez 100 qui arrivent, il y en a 30 qui vont là, ça veut dire qu'il y en a 70 qui vont là. Donc ça, c'est la loi des nœuds. Rien de compliqué. Donc la loi d'Ohm, vous voyez, c'est pas violent non plus. Dernière chose, et on en reparlera surtout jeudi, les capteurs. Qu'est-ce que c'est qu'un capteur? Vous avez sur votre téléphone, par exemple, je sais pas, voilà, voilà, on est en Covid, vous voulez voir si vous avez de la fièvre, donc vos parents ils sortent le thermomètre numérique. Alors, ils vous l'enfilent dans la bouche ou autre part, c'est pas important. Ce qui est important, c'est comment ça fonctionne, un thermomètre numérique. Un thermomètre numérique, en fait, c'est une résistance. C'est une résistance qui va varier en fonction de la température. Par exemple, si vous avez très chaud, la résistance va descendre. Alors, c'est ce qu'on va manipuler en TP jeudi. Une résistance variable, c'est une résistance dont sa valeur va varier en fonction de la température. Par exemple, elle peut très bien être de 100 ohms pour, je sais pas moi, 20 degrés. Pour 50 degrés, elle peut être par exemple de 10 ohms. D'accord? Ça, c'est ce qu'on appelle la caractéristique du dipôle. Alors, dipôle parce que c'est une résistance. Il y a deux pôles. Ça, c'est donné par le constructeur. Moi, je vous la donnerai toujours. Ou alors, en TP, par exemple, ce qu'on fera jeudi, c'est qu'on la tracera, cette courbe. Vous la mesurez vous-même. Donc, on prendra plein de valeurs de température, vous prendrez plein de valeurs de résistance avec un ohmmètre, et puis après, on pourra la tracer. Cette courbe-là, elle dépend du matériel que vous utilisez. Ça dépend de la résistance que vous utilisez. D'accord? Alors, concrètement, comment il marche votre thermomètre numérique? Vos parents, ils vous l'insèrent. Une fois qu'ils ont... Ce qui va se passer, c'est que le thermomètre numérique, en fait, il va juste mesurer la résistance à un moment donné. Donc, ils vous mettent le truc dans... Voilà. Hein. Et ici, la résistance... votre résistance, par exemple, le thermomètre numérique, il va dire, tiens, R, il va prendre, c'est comme un ohmmètre, si vous voulez.
il va dire R égale 60 ohms. C'est concrètement, c'est ça qui mesure votre thermomètre. Il mesure la résistance réelle. Et comme dans le logiciel du truc numérique, en fait, c'est pas un logiciel, c'est une puce qui est programmée. Cette puce, elle sait pertinemment cette courbe-là. Et donc, elle va dire, 60 ohms, elle va le dire ici, tac, 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 tac. Ah, ça fait 30 degrés. C'est bon, ils sont pas malades. Bon, 30 degrés, là, il faut aller à l'hôpital quand même. Mais voilà, vous avez compris le principe. Donc, moi, en contrôle, je peux très bien vous dire, R vaut ça, donc trouvez-moi la valeur de la température correspondante. Ce qu'il faut bien que vous compreniez, c'est que ça marche pour les températures, ça marche pour la lumière, ça marche pour plein de choses. Par exemple, votre capteur de lumière que vous avez dans votre téléphone, c'est plus ça va être lumineux, la résistance va varier. Alors, c'est pas tout le temps des résistances, hein, ça peut être d'autres choses qui varient, ça peut être des inductances. Les inductances, c'est des bobines, ça peut être plein de choses qui varient. Mais globalement, c'est toujours le même principe. On mesure quelque chose d'électrique et après, on le convertit en une valeur réelle, température, luminosité, pression, magnétisme, je sais pas quoi. On fait une lecture graphique. Oui et non. Alors, il n'y a pas besoin de calcul, effectivement. Par contre, le R, je ne vais peut-être pas vous le donner comme ça. Je peux par exemple vous donner U et I. Si je vous donne U et I, vous pouvez trouver R, parce que vous savez que U égale RI. Ouais. Donc très souvent, je vous donnerai par exemple, voilà, on mesure une tension de 5 volts, au bornes d'une résistance, on sait que le courant qui traverse cette résistance, elle est de temps. Donc vous avez U, vous avez I, vous pouvez calculer R, et sur le graphique, vous pouvez lire la valeur. Ok? Est-ce que ça vous paraît clair? De toute façon, on revient là-dessus. Donc, pour terminer, qu'est-ce qu'on va faire jeudi? Jeudi, on a deux choses à faire. On va tracer cette courbe-là, en faire des expériences pour tracer cette expérience. Donc, on va prendre de l'eau chaude avec une résistance variable et puis on va tracer cette courbe-là. Une fois qu'on aura tracé cette courbe-là, on va pouvoir calculer son équation de droite. Et cette équation de droite, c'est-à-dire qui relie x à y, voilà, plutôt température à R, on va trouver l'équation de cette droite. Donc là, c'est un logiciel qui va nous le donner. Et cette équation, on va la mettre dans un programme Python, parce que je sais que le Python, vous adorez ça. Et quand vous allez le mettre dans le programme Python, on va pouvoir, avec une carte Arduino, en fait, s'en servir comme un thermomètre électronique. La carte Arduino, elle va convertir la résistance qu'elle mesurera en température directement sur votre écran d'ordinateur. On va s'amuser à fabriquer un thermomètre numérique. En Python. Non, vous inquiétez pas, le Python, ça va durer peut-être 5 minutes. Hein. Non, bien sûr que non. Parce que je vous ai déjà interrogé en Python sur... non, le Python, il fait pas partie du Python, pardon. Non, le Python fait pas partie de ce qu'on doit savoir. Bon, de toute façon, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser jeudi. Et je pense même que lundi, on se voit qu'une heure. Oui, je sais que tu vas-y. Je sais que vous avez qu'une heure. Non, je crois, si je me trompe pas, on a une heure. Donc on fera peut-être, je sais pas moi, un quart d'heure de révision si vous avez besoin. Et ensuite, on fera le contrôle. D'accord? Je vais essayer de pas faire un gros contrôle trop long. Ok, si vous avez des questions, on en reparle jeudi. Bonne journée à vous, je mets la vidéo sur YouTube, mais de toute façon, personne ne va jamais les voir, donc c'est pas grave. Je les mets quand même. Allez, bonne semaine à tous. On se voit jeudi.